Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Branché TV. Ce soir, un nouveau live pour les médecins consacré à une thématique pas très drôle mais très importante, un problème de santé publique qui touche notamment la population des professionnels de santé. Il s'agit du burn-out. Pour en parler ce soir, je suis en compagnie du docteur Ségolène Arzalier-Darret. Bonsoir Ségolène. Bonsoir. Vous êtes praticien hospitalier au CHU de Caen. Oui. Et vous avez vous avez travaillé beaucoup sur la question de la qualité de vie au travail, du burn-out. Enfin, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais en tout cas, c'est un sujet pour lequel vous êtes très investi et que vous avez travaillé avec vos confrères. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Également le docteur Patrick Georges Yavordios. Bonsoir Patrick Georges. Bonsoir Alexia. Patrick Georges qui est donc président d'ASPRO, l'association pour la prévention du risque opératoire, et qui sera notre modérateur ce soir, comme de nombreuses fois. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, et c'est Patrick Georges qui prendra la parole à ce moment-là. Et enfin, le professeur Laurent Aubert. Bonsoir Laurent. Bonsoir Alexia. Laurent Aubert, qui est donc chirurgien de l'épaule de la main au CHU de Besançon et également qui s'occupe du pôle Branchet, le pôle du membre supérieur. Voilà, donc des invités variés, un chirurgien, des anesthésistes, pour parler avec vous ce soir de ce thème. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions, si vous avez des remarques, pas forcément des questions, ou si vous voulez raconter peut-être des choses qui vous sont arrivées ou qui sont arrivées à vos confrères. Vous pouvez bien sûr prendre la parole dans le chat. N'hésitez pas, surtout, on est là pour discuter, parler librement. Je rappelle aussi qu'il y aura un questionnaire de satisfaction pour ce live, pour cette émission un peu formation. Un lien va s'afficher tout de suite dans le chat et régulièrement je renverrai ce lien parce que c'est très important pour nous que vous preniez le temps, ça dure vraiment 2 minutes, on a calculé, de le remplir pour qu'on sache si le format vous convient, s'il y a des améliorations, ce que vous aimeriez avoir comme thématique. On va démarrer ce live, Laurent, avec vous, sur la question du bien-être. Et avant de lancer vos diapos et de rentrer dans le vif du sujet, on avait envie de vous poser des petites questions à vous qui nous avez rejoints ce soir dans ce live. Et donc, chaque partie, avant le début de chaque partie ce soir, il y aura une question. Et je vais démarrer par la première question, une question à choix multiples. Pour vous, qu'est-ce que c'est que le bien-être au travail ? Est-ce que c'est devenir meilleur à force de s'impliquer ? Est-ce que c'est trouver un sens à ce que je fais ? Est-ce que c'est faire toujours des choses faciles ? Ou est-ce que c'est avoir sa place dans le groupe ? Vous avez bien sûr la possibilité de répondre à plusieurs questions, à plusieurs propositions, peut-être les 4. En tout cas, allez-y. J'en profite aussi pour présenter, le temps que vous répondiez, le livre de Ségolène, qui est ici. Ségolène qui a donc publié cet ouvrage, Le burn-out en anesthésie-réanimation, donc dans sa spécialité, mais un ouvrage qui quand même a étudié le phénomène quand même dans toute sa largeur. Donc causes-conséquences et solutions, tout ce que vous devez savoir sur les risques psychosociaux. Un livre d'ailleurs qui a été préfacé par le professeur Hervé Boisize, notre directeur de pôle en anesthésie réa, et un autre professeur d'ailleurs, je crois. Francis Bonnet. Voilà, Francis Bonnet, merci Ségolène. Donc voilà, alors du coup, la réponse à la question, attendez, qu'est-ce qui se passe ? 92% des participants ont répondu « Trouver un sens à ce que je fais ». Voilà, et 31% devenir meilleur à force de s'impliquer, et 0% faire toujours des choses faciles, ce qui est plutôt, je dirais, rassurant, et 62% avoir sa place dans le groupe. Donc en 1, c'est trouver un sens, en 2, c'est sa place dans le groupe, et en 3, c'est devenir meilleur à force de s'impliquer. Laurent, je vous laisse la parole du coup suite à ce questionnaire. Allez-y. Alors, on va démarrer les diapos. En régie, ça devrait... Voilà. Il faut rappeler les liens d'intérêt, bien sûr. Oui, donc ça, c'est votre... Alors, effectivement, Alexia, on est tous réunis parce que le burn-out nous touche de près ou de loin. En tout cas, on l'a effleuré, ou personnellement, ou dans le groupe avec lequel on vit. Mais il me semblait important de parler peut-être de qu'est-ce que c'est quand ça va bien, ou qu'est-ce que c'est que le bien-être, avant de parler de « ça va pas du tout ».
Sans doute qu'il est important de parler du burn-out, mais si on sait pourquoi et comment on va bien, on va peut-être avoir des réponses déjà sur comment et quand ça va mal. Alors, j'ai quelques liens d'intérêt, mais ils ne peuvent pas me faire oublier mes liens d'amitié. Je voudrais bien évidemment remercier Ségolène, qui est ce soir avec moi, et elle a amené un gros livre, donc ça pèse lourd. Et puis bien sûr Patrick qui va nous aider à aller au fond des choses. Et puis bien sûr les 4 filles d'Alton qui nous permettent de faire ça en vrai et de proposer ce format. Et puis bien sûr tous les humains de Branché qui proposent des formations importantes. Alors le bien-être, Ryan et Dessy ont bien montré depuis 20 ans qu'on peut le définir. C'est un triptyque assez simple, c'est la maîtrise. On a envie de devenir meilleur dans un domaine, on maîtrise des choses. C'est bien sûr l'autonomie, et c'est important. On a une certaine autonomie dans le quotidien et dans un périmètre donné. Et puis bien sûr, et spécifiquement dans nos métiers de santé, on a l'impression de travailler pour quelque chose de plus grand que soi. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression de travailler pour quelque chose de plus grand que soi quand on travaille dans un hôpital, mais maîtrise, autonomie, finalité, c'est une définition assez simple du bien-être. Et puis bien sûr, si l'on se plonge dans des ouvrages un peu plus anciens, très tôt, ce psychologue hongrois qui débarque aux États-Unis sans parler un seul mot d'anglais va faire une expérience sur des milliers de personnes qui va permettre de définir la zone, qui était plutôt finalement vulgarisée et utilisée dans le monde du sport, mais le flow, la zone, cette zone où on est bien, on ne voit plus le temps passer. Cette zone, c'est la zone, justement, cette ligne qui est entre ennui et anxiété. Entre ennui et anxiété, on voit bien que quand on fait quelque chose de très facile, mais qu'on est très compétent, on s'emmerde, c'est l'ennui. Et à l'inverse, quand on fait quelque chose de très difficile et qu'on débute, eh bien, on a très peur. Si l'on fait quelque chose d'un peu difficile, mais qu'on y arrive, on est dans cette zone du milieu, le flow, la zone. Le flow, c'est bien, donc. Le flow, c'est pas mal. C'est pas mal. Et dans les matières où on fait quelque chose avec ses doigts, la musique, le sport, la chirurgie, l'anesthésie, on peut passer dans la zone certaines fois, certaines opérations, certaines nuits où une réanimation, une replantation de membres, une greffe se passe comme ça devait. Les humains parlent de ce moment étonnant, moment qui est une expérience dite autotélique, c'est-à-dire la tâche est réalisable, mais c'est un défi. Il faut une aptitude particulière, on est concentré, on oublie le temps qui passe, la cible est claire, on a une rétroaction immédiate sur ce que l'on fait, et puis évidemment, l'engagement est profond, on contrôle tout, la perception du temps est altérée, c'est ça la zone. Le bien-être, c'est l'extase, quoi, finalement. C'est une sorte d'extase, et des travaux aujourd'hui montrent bien que finalement, on peut aller la chercher. Et quand on l'a vécu, on y revient. On y revient. Alors, le chirurgien a parfois un problème. Et ce problème, c'est d'abord un échec de l'acte technique, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à opérer. Le chirurgien est seul, il opère, il a des petits signaux avant-coureurs, il ne les voit pas toujours, mais l'opération va très mal se terminer. C'est déjà le début des ennuis. Quand on est artisan, eh bien, on peut se sentir très seul et la journée commence mal. Les anesthésistes nous ont bien expliqué à un moment donné que quand on avait un problème très tôt dans la journée, il fallait éviter la deuxième victime. Les chirurgiens n'ont pas appris ça. Et ils continuent à opérer, les chirurgiens. Alors quand on a un problème, notre façon de les résoudre dépend essentiellement de notre éducation et de l'environnement socio-éducatif. Certains n'ont jamais de problème. D'autres, quand ils en ont un, prennent une tasse d'eau chaude, d'autres préfèrent boire un peu d'alcool, certains se mettent à dormir, d'autres peuples mangent des pâtes. Il est vrai qu'en France, quand on a un problème, il est classique de dire que la solution, c'est des problèmes. Alors c'est vrai que dans un bloc opératoire, quand on a un problème, il faut savoir comment le résoudre. Et le résoudre, c'est assez simple finalement quand on arrive à se plonger dans des livres simples. Et ici, c'est un ouvrage de Giorgio Nardone de l'école de Palo Alto. Un des principes simples quand on a un problème, c'est d'éviter de l'aggraver. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à le transmettre, ce message. Quand on a un problème, comment aggraver la situation? Si on le sait, ben on ne le fera pas. Et ça sera déjà une façon de le résoudre. Alors, il faut bien quand même comprendre qu'en chirurgie, la réussite de l'acte ne se résume pas à la réussite du geste. Et c'est vrai que pendant longtemps, le chirurgien a cru que s'il réussissait son geste, tout le reste n'était que réussite.
Alors, apprendre le geste, c'est facile, la simulation nous y aide, et de plus en plus, les internes sont soumis à des exercices de simulation, mais on sait bien par de nombreux travaux aujourd'hui que l'acte chirurgical dépend beaucoup moins du psychomoteur, le geste donc dont on parle, que du cognitif, c'est-à-dire de l'environnement. Qu'est-ce qu'on a expliqué à notre patient? Comment on se sent ce jour-là pour opérer? Est-ce qu'on ramène des problèmes de la maison dans le bloc opératoire? Est-ce que le groupe d'humains qui nous aide aujourd'hui, c'est le groupe qu'on aime ou pas? Bref, réussir un acte, ça n'est pas que réussir le geste. Et là, on parle donc de la performance, hein, c'est ça, Laurent? Exactement. La performance en chirurgie, c'est être capable d'extrapoler ce qu'on va faire à notre patient. Mais ça n'est pas que ce que je fais avec mes doigts. Et ça nécessite une connaissance de soi-même. Et des trucs simples à connaître, c'est est-ce que je suis plutôt du matin ou du soir? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les gens du matin, ils performent mieux en fin de matinée pour des tâches cartésiennes, tâches que l'on connaît bien puisqu'elles nous ont permis d'être sélectionnés. Et à l'inverse, les hiboux, les gens plutôt du soir, sont meilleurs dans des tâches relationnelles le matin. Donc, il y a peut-être à se connaître un peu mieux pour savoir à quel moment on va être bon. Et si on n'est ni l'un ni l'autre? Eh bien, c'est le plus fréquent. Ah, 60% de la population, 60-70% est un peu des deux. Alors, il faut réfléchir à est-ce qu'on est plutôt du matin? Est-ce qu'on est né en hiver, en automne? Et on est statistiquement plus fréquemment du matin, on va être meilleur le matin, on va faire des trucs bien, puis l'après-midi, on est moins bon. Mais qu'on soit du matin ou du soir... Il y a un horaire important. Ah oui. Il y en a un. Tu le sais. Je le sais. Tu le sais, Alexia. Surtout après le repas, moi je le sais. Alors, on accuse ce moment du repas, mais en fait, nous sommes bercés par cette courbe. Cette courbe représente un cycle de la journée, mais aussi de la vie, puisque c'est entre 14 et 15, qu'on soit du matin ou du soir, que notre niveau de vigilance est le plus faible, et c'est entre 50 et 54 ans que notre sensation de bien-être et de plaisir est la plus faible. Alors vous voyez que quand on sait ça, et qu'on regarde dans le rétroviseur de nos bêtises ou de nos erreurs ou de nos malaises professionnels, peut-être qu'on va s'apercevoir qu'on en a un certain nombre qui se sont produits entre 14 et 15. Et puis, quand on regarde, mais je ne vais pas déflorer ce qui va suivre, tant dans les travaux que va présenter Ségolène que ce qu'on a pu faire en orthopédie à Besançon, on s'aperçoit que c'est entre 50 et 54 ans qu'il y a le plus de burn-out, finalement. Donc en fait, opérer un samedi entre 14 et 15... c'est peut-être moyen. C'est moyen. Déjà, le samedi, c'est compliqué. Alors, c'est vrai qu'il y a des bons moments pour opérer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un certain nombre de littératures assez fournies et bien menées concernant cette tranche horaire dangereuse, entre 14 et 15, vous voyez qu'il y a plus de chances d'avoir des ennuis quand on se fait endormir, il y a plus de chances d'avoir des ennuis quand on se fait opérer, on se fait moins découvrir de cancer quand on se fait faire une coloscopie, et puis on voit bien que les soignants sont moins performants. Donc le moment de 14 et 15 est une niche pour fabriquer les ennuis et aggraver la situation. Et puis, quand on est soignant, on ne vit pas seul. On nous a appris à vivre seul, mais nous sommes des égos surdimensionnés qui se trimballent mal en groupe. Et vivre en groupe, c'est peut-être aussi savoir quel est l'état de ce groupe. Le niveau 3 d'une tribu, c'est le niveau le plus répandu dans les groupes sociaux éducatifs et socioculturels, dans les entreprises, dans les prétoires, dans les universités, dans les hôpitaux et les cliniques. Le groupe 3 d'un groupe, c'est quoi? C'est « je suis formé pas eux, moi je bosse, mais alors quand je reviens de vacances, il faut tout refaire ». C'est assez bien compris par les individus qui constituent un groupe, mais le niveau 3 est le niveau d'une tribu, c'est-à-dire d'un groupe le plus répandu. Je suis formé pas eux, moi j'ai fait le job. Moi, je quoi? Mais, exactement, moi je. Moi, je. Et malheureusement, tant qu'on est dans ces trois niveaux, alors je passe le niveau 1 et le niveau 2, le niveau 1 c'est la vie craint, c'est l'exemple type de gang de rue. Alors on n'est pas encore là dans un bloc opératoire, même si exceptionnellement on peut effleurer ces niveaux de conflit. Le niveau 2 c'est ma vie craint, c'est un groupe amorphe d'individus qui se plaint en continu. On voit ça, ça a été bien montré par Dave Logan, on voit ça dans les services de comptables et certains services juridiques. Quand on est dans un niveau 1, 2 ou 3, le groupe ne produit rien pour l'individu n'a pas toujours sa place, et l'individu va peut-être donner au groupe, mais alors le groupe ne lui rend pas.
pour que le groupe rende à l'individu, il faut passer à un niveau 4 et 5. Le niveau 4, c'est nous sommes forts, mais pas eux. Alors, on ne fait pas que des repas de service et on n'a pas que des t-shirts marqués nous, on est forts, mais pas eux. Mais en tout cas, chacun a sa place. Et enfin, le niveau 5, je viens bosser parce que je sais que je suis avec Titi ou Jean-Jean. Je viens bosser parce que les autres sont là et je vais avoir du plaisir à être avec eux. La vie est belle. Donnez-nous des emmerdes. C'est ce que l'on voit dans certaines équipes d'anesthésie et de chirurgiens où le week-end, il y a une connivence entre les humains et fais venir, dit l'anesthésiste, et le chirurgien dit d'accord, fais venir. Et ce mot fais venir, on est à un niveau 5, peut-être éphémère, mais on y est. Donc le groupe est un élément très modélisant ou perturbant de l'épanouissement et Du bien-être au travail. Du bien-être au travail. Ça vous parle, Patrick Georges, Ségolène, cet effet de groupe fait venir, enfin tout ça, ça... Alors oui, tout à fait. Effectivement, c'est quand on arrive à créer et à garder un collectif de travail, la coopération, qu'on peut retrouver de la joie au travail. Hein, c'est là où finalement le travail prend aussi tout son sens. Et c'est vrai que sans ce collectif, sans cet effet de groupe, finalement, c'est là qu'on voit le lit de la souffrance. Et puis en plus, pour le coup, dans un bloc opératoire, l'équipe, c'est quand même la base, Patrick, non ? Tout à fait. Oui, en fait, on peut dire ce qu'on veut, mais en arrivant à un week-end de garde, on sait d'emblée s'il va être bon ou mauvais en fonction de l'équipe qui est là. Et c'est sûr, on sait que ça va marcher ou pas, quelle que soit l'activité opératoire qu'il va y avoir. Il y a les accointances, il y a la qualité relationnelle qui va tout changer. Et je pense que dans certains cas, ce n'est pas renversable. Oui. On en revient aux 80% de cognitifs, finalement, qui font la réussite de cette garde, de cette opération et de ce week-end de garde ou d'astreinte. Alors, la maîtrise, l'autonomie, la finalité, oui, ce sont des éléments clés. Quand on va les perdre, on va perdre le bien-être. Qu'est-ce qui nous a fait perdre la maîtrise et l'autonomie dans nos établissements de santé? C'est la charge. Hein. Vous connaissez bien l'équation. La pression est égale à la force par la surface. Si on diminue la surface et qu'on augmente la charge, on augmente la pression. La quantité incontrôlable de tâches à effectuer, la nécessaire et incritiquable traçabilité nous prend beaucoup de temps. L'outil informatique et ses variables bloquantes nous humilient. On perd la maîtrise et l'autonomie. L'alarme commence à sortir. Et évidemment, plus on met des humains impliqués dans leur profession, qui ont d'un seul coup un conflit de valeurs parce qu'il manque des outils, il manque des humains, et on n'arrive pas à réussir ce que l'on avait l'habitude de réussir, eh bien, on se rapproche d'une zone d'amertume. On n'est peut-être pas encore en burn-out, mais l'enfer devient vide. Tous les démons sont ici, c'est-à-dire les humains qui constituaient le groupe heureux, on passe à des niveaux en dessous gang de rue. Alors, on arrive au burn-out et Ségolène va pouvoir nous en parler. Le burn-out a été bien décrit et bien évalué avec des outils. Le burn-out, c'est pas ça. C'est pas quelque chose qui fait mal d'un seul coup. Le burn-out, c'est plutôt ça. C'est alors que j'ai transporté des caisses. D'un seul coup, on m'en met tellement que ça en devient détestable et je me demande même ce que je fous là et bientôt les caisses vont me renverser. Alors, c'est une image un peu bêta-sous, mais ça n'est pas une histoire d'un élément, ça n'est pas l'histoire de la goutte d'eau, c'est l'histoire du vase qu'on n'a pas vu se remplir. Le burn-out, on y arrive, et Ségolène va nous en parler. Merci, merci beaucoup Laurent. Effectivement, avant de passer à Ségolène, est-ce qu'il y a une question, Patrick? Alors, oui, mais ce qui m'inquiète, c'est que je dis soit l'outil ne marche pas, soit les gens ne posent pas de questions parce que je ne vois rien. Alors moi, j'en ai une petite enquête qui a déjà fait un burn-out, petit quiz. Effectivement, Gauthier Boivin, on va l'envoyer tout de suite. C'est justement, vous êtes avec nous ce soir parce qu'en fait, c'est justement la question qu'on va vous poser avant de démarrer cette deuxième partie avec Ségolène. La question, c'est simple, on espère. Pensez-vous avoir été en burn-out ces derniers mois, oui ou non? Voilà, donc là, on va vous laisser le temps de répondre. Ok. Essayez d'envoyer une question, je vois si ça marche, parce que je ne vois rien. Je vois aucune donc là, question vous êtes à peu près une 50aine à être connectés. Donc on va attendre un petit peu, de vous laisser prendre le temps de répondre.
Donc, en attendant, donc, je rappelle ce livre de Ségolène. Ségolène, ce livre, pourquoi? Je me permets de dévier un peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du pourquoi ce livre. Alors en fait, ce livre, c'est le fruit de 10 ans de travaux et de réflexion de la commission SMART. SMART pour santé du médecin anesthésiste réanimateur au travail. C'est une commission qui a été créée en 2009 suite à 3 suicides consécutifs en moins de 15 jours dans l'Est de la France d'anesthésistes réanimateurs. Et donc la spécialité s'est dit plus jamais ça, que peut-on faire? Et donc elle a mis en place cette commission qui avait l'objectif de répondre à des questions et notamment quel était l'état des lieux en France du burn-out en anesthésie-réanimation. Est-ce que l'on pouvait parler de ça, de ces questions-là, sans nuire à l'image de la spécialité quelle aide proposer et quel suivi proposer aux anesthésistes-réanimateurs qui en avaient besoin. Et donc voilà, ce livre regroupe finalement tous les travaux et les réflexions de ce groupe qui a réfléchi pendant 10 ans. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que déjà, il est appuyé de témoignages assez prenants, assez édifiants. Donc c'est intéressant de voir ces anesthésistes ou ces infirmières IAT qui se sont confiées et qui ont expliqué au moment où ça avait basculé pour elles, pour eux. Donc, et puis après, effectivement, il y a toute cette cartographie déjà de ce que c'est que le burn-out. On va en parler avec vous, Ségolène, dans quelques instants. Notamment la conscience de la situation, le fait que c'est peut-être un syndrome sociétal, évidemment les conséquences, prévention, solution, on va en parler tout à l'heure en troisième partie, et les aspects juridiques, donc comment on est protégé si on est diagnostiqué burn-out, donc la jurisprudence, et les démarches en cas de souffrance au travail. Donc ça, c'est vraiment bravo pour ce travail. Et alors, j'ai une question à vous poser en attendant que ça démarre aussi, parce qu'il y a encore des gens qui votent. Le burn-out aujourd'hui, c'est quoi? C'est une pathologie reconnue? On en est où au niveau du burn-out? Alors donc le burn-out, c'est un syndrome qui regroupe donc un ensemble de symptômes. Il a été reconnu par l'OMS et il est rentré dans la classification internationale des maladies à compter donc, du 1er janvier 2022. Donc on peut, et l'OMS précise bien que c'est en lien avec le travail. Voilà, donc c'est quand même reconnu par l'OMS. Oui, donc il a fallu attendre. Ça a pris du temps pour étudier. J'imagine qu'ils sont basés sur plusieurs études. Et maintenant, c'est officiel, si l'OMS le reconnaît, du coup, effectivement, comme syndrome, non pas comme pathologie. C'est ça la vraie différence, non? Disons que ça rentre quand même en tant que tel dans la classification internationale des maladies. Donc on peut, par cet aspect-là, reconnaître quand même qu'il s'agit quand même d'une maladie. Mais c'est important surtout de comprendre en fait, comment on en arrive là aussi. C'est une maladie professionnelle ou pas reconnue? Alors non, ce n'est pas reconnu comme maladie professionnelle. Dans aucune spécialité? Non. Ok, bon d'accord, très bien, merci Ségolène. Alors sur les résultats, 23% des votants ont répondu oui, 77% ont répondu non. Donc peut-être que tout à l'heure, il y aura un changement d'avis, en tout cas pour les 77%. Donc merci à vous d'avoir voté et d'avoir été honnête pour avancer ensemble dans ce live. Et donc on va dérouler la partie de Ségolène donc, sur la définition du burn-out. Je crois que vous avez quelques slides pour appuyer le sujet. Et je vous rappelle que vous pouvez vraiment poser vos questions. Patrick Georges est aussi là pour modérer. Et puis je crois d'ailleurs qu'il y en a... 0 pour moi. 0, enfin si, du coup, il y en a une première, justement. Pouvez-vous définir le burn-out de Nicolas Roux? Je ne vois pas ça. Et après, avec un si beau coucher de soleil, nous buvons vos paroles. C'est Mathieu Clauson. Je ne sais pas de quoi il parle. Je vois très bien ce qu'il veut dire. D'accord, très bien. Alors, allons-y, Ségolène. Quelques chiffres d'abord pour bien dire ce que disait Laurent Aubert. Le burn-out, ça existe vraiment. Et il y a des chiffres qui viennent de diverses sources, mais qui attestent quand même de la réalité de cette pathologie, en tout cas en France. Oui, merci Alexia. Alors oui, effectivement, donc il y a des chiffres assez inquiétants que l'on retrouve notamment aussi chez les jeunes qui ont réalisé pas mal d'enquêtes. Plus de 60 des internes sont en situation de burn-out. Alors les chiffres pour les médecins dans la littérature internationale seraient autour de 40-50%. Voilà, un médecin sur deux.
qu'on le retrouve d'ailleurs sur la diapositive. Et puis avec des pratiques bien sûr addictives, des troubles du sommeil, des risques d'erreur et d'impact sur la sécurité des soins, et puis aussi des risques de décompensation, de raptus suicidaire. Voilà. Alors surtout, ce qui est important, c'est de comprendre ce qui nous amène finalement à déclarer un burn-out, et afin de devenir un soignant averti et de repérer les signes et de s'en protéger, et de protéger aussi son équipe et ses collègues. Alors on a parlé tout à l'heure de la performance un petit peu, voilà, du stress stimulant. Donc cette diapositive vous montre en fait finalement que lorsqu'on a du stress, eh bien, on peut avoir du bon stress et on augmente la performance. Oui, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure sur le côté, le geste parfait, le geste extatique. Et c'est ça, Laurent, effectivement, si on peut faire un parallèle, c'est ce que vous Oui, disiez tout à l'heure. c'est à un moment donné, si on rentre dans la zone, le stress est une... C'est le flow. C'est le flow, puisque le stress qui a précédé ou qui a entouré la réalisation d'un acte, finalement, accouche d'une bonne énergie. Mais si on s'écrase au sol et qu'en plus, on se met la pression du « que vont-ils penser ?» notre patient, l'équipe, eh bien, finalement, tout est raté. Et c'est le vécu de cette situation qui va finalement aboutir à partir d'une même situation de stress, arriver à du mauvais stress. Donc si on réussit, ben c'était du bon stress, cette situation nouvelle. On est peut-être passé dans la zone. Si on rate, et selon les conditions dans lesquelles on est, le stress n'est pas si bon, finalement. Oui, puis encore faut-il savoir pourquoi on rate. Ça, justement, c'est aussi des stresseurs. C'est ce dont vous allez parler, Ségolène, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Effectivement, cette zone de bon stress, finalement, c'est aussi le cœur de notre métier. Donc le flow dont parlait Laurent. Donc c'est vraiment là où finalement on s'éclate en tant que médecin, parce que c'est ce pourquoi on a été formé. Par contre, si jamais le stress s'intensifie ou se chronicise au bout de plusieurs mois ou années, eh bien dans ces cas-là, on voit que la performance en fait décline jusqu'à aboutir à un épuisement professionnel. Et là, quand la performance décline avec l'intensification du stress, etc., on fait moins face aux aléas, on fait moins face à l'erreur, on a moins de capacité en fait pour rebondir. Alors, concernant la définition du burn-out, peut-être avez-vous vu ce film qui a été diffusé en 2017 du réalisateur Jérôme Lemaire et qui a tourné en fait pendant un an dans un bloc opératoire, après être resté lui-même un an auparavant pour se faire accepter par l'équipe et pouvoir filmer ensuite en toute tranquillité. Et donc ce film reprend bien finalement, on comprend bien que la complexité du burn-out et que c'est vraiment un problème finalement de notre société. Alors si on reprend les différentes définitions, il y en a eu plusieurs au fil du temps. La première donc de Maslach, celle qui a fait le test du burn-out, le MBI, eh bien, décrivait le burn-out initialement en 82 comme étant un non-ajustement du travailleur à une fatigue ou à un stress émotionnel chronique. Alors le burn-out avait déjà été décrit dans les années 50, mais c'est une définition que j'ai choisi de vous mettre ici, parce qu'il y a cette notion de chronicité. En fait, on n'est pas en burn-out après une semaine ou après une garde active. On est vraiment en burn-out après plusieurs mois, voire plusieurs années de stress chronique. La définition suivante, qui est postérieure, décrit le burn-out comme un état d'épuisement physique, émotionnel et mental causé par un investissement à long terme, dans des situations émotionnellement exigeantes. Donc l'investissement à long terme est important aussi à comprendre, c'est-à-dire que ce sont les plus investis, les plus impliqués en fait, qui tombent en premier. Voilà, ceux qui ont une haute image de leur travail. Et ces exigences sont causées par la combinaison d'attentes fortes envers le travail et d'un stress chronique au travail. Et cette notion d'attente, c'est aussi très important, c'est-à-dire que le burn-out survient chez les personnes pour qui le travail est extrêmement important du point de vue identitaire, du fait de l'éducation qu'ils en ont eue, des rencontres qu'ils en ont eues. Ce sont vraiment des gens qui portent le travail très très haut. C'est pour ça qu'on comprend pourquoi ça touche les soignants et en particulier les médecins, qui sont censés être des gens qui ont une vocation, qui sont passionnés, qui sont un peu dans le don d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que tout à fait. C'est assez
finalement pas logique, mais on comprend pourquoi ça a ce genre de profil. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrick Georges? Oui, c'est logique, hein, mais moi je réfléchissais en même temps à ce qu'avait dit Laurent tout à l'heure, là. En fait, tout est une question d'hormones au départ, puisque, bon, on sait très bien que l'adrénaline, c'est important pour se mettre en condition, c'est ce qui permet de partir les animaux à la chasse, tout ça. Donc un petit peu, mais un niveau de stress très positif, mais c'est la forte sécrétion qui, après, devient extrêmement négative avec tous les effets secondaires qu'on connaît. Donc dire que le stress est totalement mauvais, certainement pas. On en a besoin, mais c'est la chronicité qui fait qu'on a tous les effets secondaires de ces excès. Enfin, je pense que quand on regarde un petit peu la pharmacologie du stress, on doit arriver un peu à ce genre de conclusion, non? Oui, oui, tout à fait. En fait, la chronisation du stress modifie le cerveau en profondeur avec la plasticité neuronale et le cerveau en fait devient plus rigide. C'est-à-dire qu'il fait moins face aux aléas, il rebondit moins face aux événements de la vie. Et c'est pour ça qu'on a aussi une labilité émotionnelle et en cas d'événement indésirable grave, justement, lorsque ça survient et qu'on est déjà en situation d'épuisement, eh bien, on a beaucoup plus de mal à faire face et à rebondir. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau est plastique, donc on peut quand même modifier la structure cérébrale dans l'autre sens, mais ça prend du temps. Il doit y avoir des atteintes cardiovasculaires à terme aussi. Oui, tout à fait. Et donc ils doivent à terme forcément avoir un effet très négatif sur tout le comportement, quoi. Oui, c'est ça, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes métaboliques, diabète, Oui, des bien sûr. problèmes immunitaires, cognitifs aussi, troubles de la mémoire, de l'attention, ce qui est embêtant dans notre métier, notamment par rapport à ce qu'a dit Laurent. Des problèmes ostéo-articulaires, enfin voilà, beaucoup de problèmes de santé qui sont en lien avec Oui, les le corps hormones, réagit les aussi, hormones hein. du stress, tout à fait. Qui peut passer inaperçu ou pour quelque chose de normal, à la cinquantaine, un certain nombre d'entre nous passent derrière la colline et on devient hyper tendu. Mais c'est un excellent signal. Alors tous les hypertendus ne sont pas en burn-out, hein, mais devenir hypertendu, alors que dans la famille il n'y en a pas, quand on sait ce qui a été déversé dans le système, Patrick et Ségolène en parlaient, l'adrénaline, c'est un petit signe. C'est un petit signe. Un mal de tête tous les jours où on va travailler, c'est un signe intéressant. Alors on se dit, ouais, parce que je n'ai pas envie aujourd'hui. Oui, je suis migraineux. Mais oui. on s'aperçoit qu'on a de la tension et finalement on s'aperçoit qu'en la traitant, ça va mieux. Mais pourquoi on a eu de la tension? Oui, c'est ça. C'est pourquoi il y a eu toutes ces... Mais ce sont des petits signes. Le sommeil aussi, je pense. Oui, il y a des troubles du sommeil, il y a des problèmes dermatologiques, d'eczéma, peut-être. oui, tout à fait, tout ce qui est problème immunitaire, et puis aussi tout ce qui est aussi digestif, qui peuvent se manifester. Et là, on souligne ce qui est important, c'est que finalement, ça passe inaperçu. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le médecin ne s'écoute pas. Il ne se regarde pas, on ne l'a jamais appris à s'écouter. Et à prendre le temps de faire un petit peu le point sur son état mental, son état physique et son état de santé. Beaucoup de médecins, la majorité, n'ont pas de médecin traitant, ou alors autre qu'eux-mêmes ou que leur conjoint, femme, etc. Surtout, les études médicales, elles forment finalement à ne pas s'écouter, à ne pas demander de l'aide, elles forment à l'excellence individuelle. Oui, c'est le groupe 5, quoi. Le groupe 3, pardon. Je suis mieux, oui. Et à la compétition, Oui. donc Surtout dans les études de médecine. Hein. Tout à fait. Et en fait, tout ça, ça formate le médecin dans une image un peu de héros à laquelle il veut coller, à laquelle il croit. Et en fait, il va toujours essayer de donner le maximum pour ses patients sans forcément prendre le temps de s'écouter. Il y a une remarque, Patrick, que j'ai mis... Je vous laisse. Oui, je revois quelque chose, je ne suis pas sûr de voir tout, mais enfin bon. Il y avait une petite enquête qui a été proposée par Gauthier Boivin, qui disait ceux qui ont déjà été en burn-out, ils ont qu'à le dire sur le chat, ça permettra de regarder oui ou non. Voilà. Donc ça permettra de regarder un petit peu. Et puis une autre question qui pourrait être dans la ligne de ce que tu viens de dire, Ségolène, quels sont que sont les médecins qui ont un médecin traitant personnel? Est-ce que c'est
Est-ce qu'il y en a déjà? Donc s'il y en a, Oui, bah, si vous mettez-le. avez, Mettez-le, ouais, j'ai fait mettez-le, un oui, burn-out j'en ai ou un, pas. non, j'y vais jamais. Bon, là, on ne Voilà. l'a pas mis en Parce que quiz, mais vous pouvez répondre. On parle, Et- excuse-moi. Oui, vas-y. On parle pas de l'accès, de la demande d'accès aux spécialistes, que forcément on a d'une façon plus facile et qu'on sait solliciter. Non, le médecin généraliste. Mhm. Vous pouvez mettre oui ou non, ceux qui Ouais, nous écoutent. dans le j'ai chat. pas, juste pour voir. Voilà, quoi. juste pour voir. Et après, il y a une remarque de Vincent Travers, Patrick, que j'ai mis dans le chat. Ah, je l'ai pas celle-là. Je l'ai envoyé là. Ah oui, en haut. Voilà. Vous confondez stress et burn-out. Alors, Ségolène, non? On ne confond pas stress et burn-out. C'est quoi la différence? Vincent, précise. Précise, Vincent. Alors déjà, il y a un premier nom. Et oui, j'ai un MT, médecin traitant, d'accord. Alors oui, non, allez-y, continuez à communiquer avec nous. Là, pour le coup, je pensais qu'on était dans la question du burn-out, mais des stresseurs. Moi, c'est ça qu'on Oui, est en train de dire. En fait, la différence entre c'est le stress aigu, on a parlé du bon stress ou du stress aigu que l'on peut ressentir. Le burn-out, c'est quand vraiment il se chronicise. Et c'est l'accumulation de stresseurs, genre j'ai une diapo qui vient après, qui va faire qu'au bout d'un moment, en fait, l'individu va épuiser ses ressources et va plus pouvoir faire face. Voilà. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a aussi la perte de sens, la qualité empêchée de travail et l'anéantissement aussi du collectif de travail. Je suis surpris. Hein. Il y a quand même, il y a quand même pas mal de participants qui répondent qu'ils ont un médecin traitant. Ah, c'est bien. Ils ont été au collège et ils ont vu les. Ils ont vu la campagne, dis donc, t'as ton doc. Bah là, il y a non, pas, ouais, non, il y a quand même forcément. quelques noms. Il y a un. Ah oui, il y a deux quelques noms, mais il y en a un. il y a des oui. Oui, mais je ne le vois Il y a des jamais. Il y a- Isabelle ah bah, ça- Rosin. Merci, Isabelle, pour le Mais il y a des noter. oui quand même. Il y a pas mal de oui. Donc, Vous pouvez continuer à répondre, bien sûr, dans le chat. On va poursuivre, Ségolène. Allez-y. Voilà. Et puis la troisième définition, donc, c'est l'écartèlement entre ce que les gens sont et ce qu'ils doivent faire. C'est l'érosion des valeurs et de la dignité. Voilà, c'est Maslow qui le dit en 1997. Et ça, c'est très important à comprendre. En fait, effectivement, le burn-out, c'est un stress chronique, mais qui est aussi provoqué par le fait qu'on doit faire des choses que l'on réprouve, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Le fait de devoir, par exemple, s'accélérer dans son travail pour faire le nombre de patients qu'on doit faire au bloc opératoire, en lésinant sur la qualité. En fait, c'est toujours de pouvoir lâcher sur la qualité, alors que, justement, on était très investi dans son travail, on était très impliqué dans son travail, mais on n'a pas les moyens de le faire correctement. Et donc, dans ces cas-là, on va avoir un conflit éthique qui va faire le lit vraiment de l'épuisement professionnel. Alors, il existe plusieurs modèles de stress au travail ou de souffrance au travail. Ici, c'est le modèle de Karasek, qui a été utilisé notamment pour l'étude Summer, qui est une étude qui a été réalisée en France et qui est prédictive des 25 millions de salariés en France et qui montre que finalement, sur les trois réalisations d'études à plusieurs années d'intervalle, eh bien, il y a une migration des professions de salariés vers moins d'autonomie et plus de demandes psychologiques. Alors, si on regarde ce graphe, en fait, pour comprendre, alors nous, on peut se situer, si on réalise le test, qui est en ligne sur le site de l'ASFAR ou qui est aussi dans le livre, eh bien, on voit que le stress au travail est conditionné par la demande psychologique, qui peut être donc la charge de travail, mais aussi le morcellement, l'interruption de tâches, l'intensité du travail ou sa complexité. Et l'autonomie dans le travail, c'est-à-dire l'autonomie qu'on a dans son organisation du travail, dans la façon dont on veut gérer son planning, ses vacances, dans la façon dont on veut organiser ses patients, ses consultations, etc. Et donc, les personnes qui sont en souffrance au travail sont dans le modèle dit tendu, c'est-à-dire qu'ils ont une forte demande psychologique et une faible autonomie dans le travail. Et là, on voit que dans les professions salariées, donc ça se majorise. Et quand on est dans le modèle dit tendu, on est en job strain, et donc on a un risque cardiovasculaire, il y a un vrai risque réel pour la santé physique et aussi mentale. Et lorsque on a un soutien social au travail, eh bien dans ces cas-là, cela peut moduler, nuancer ces problèmes de santé. Malheureusement, lorsque l'on n'a pas de soutien social au travail, qu'il n'y a pas de collectif de travail, ce qui est souvent le cas, parce que lorsqu'on est en burn-out, on n'est jamais souvent seul en burn-out, puisque ce sont des problèmes souvent d'organisation du travail.
on est plusieurs en burn-out dans l'équipe, donc il y a un délitement du collectif de travail. On est isolé, on se replie sur soi pour bien tenir. On s'isole. Et bien dans ces cas-là, lorsqu'il n'y a pas de soutien social, on est en iso-soigne. Et là, les risques pour la santé sont encore plus importants. Il y a d'ailleurs Patrick Georges, une Vincent remarque. qui a répondu. Oui, il y a une remarque de Vincent Travers. Vincent Travers, c'est un chirurgien très investi dans toutes ces histoires-là et en facteurs humains qui travaille avec nous, hein. Et donc, il dit le burn-out ne se passe pas au bloc opérateur où le chirurgien se sent le mieux. Tout à fait. D'accord, hein. C'est ce que je disais tout à Et l'heure. tout à fait. En revanche, OK avec Ségolène, c'est vraiment un épuisement progressif, comme tu l'as dit, et chronique. Voilà. Tout à fait. Merci Vincent. Merci Vincent pour cette remarque et tu peux continuer à faire des remarques si tu le souhaites. Et donc, en fait, vont apparaître progressivement toute une réaction psychophysiologique comportementale du stress. Donc, on va prendre un verre le soir pour être moins anxieux, ou pour mieux dormir. On va prendre des médicaments aussi contre l'anxiété ou pour se stimuler, pour toujours dans le but de bien faire son travail. On va avoir de l'anxiété, puis peuvent apparaître des pathologies réversibles. Donc, on l'a vu, HTA, troubles cognitifs, de la dépression, des troubles d'adaptation, troubles musculo-squelettiques, voire jusqu'à parfois des pathologies irréversibles, et notamment l'effondrement physique, avec des vraies pathologies, infarctus du myocarde, AVC, etc., ou psychiques, voire des raptus suicidaires. Voilà, en tout cas, une mortalité prématurée. Donc ça, ce sont les stresseurs. Alors voilà, bien et ça. donc il y a eu des stresseurs qui ont été décrits dans le rapport Golac, qui est un rapport qui a été aussi commandé par le ministère du Travail et qui sur les risques psychosociaux et qui retrouve 6 stresseurs. Donc on retrouve la charge de travail et l'autonomie, les rapports sociaux que l'on pourrait considérer comme le collectif de travail, les liens dans l'équipe, mais il y a aussi les exigences émotionnelles et on voit que dans nos métiers, eh bien, il y en a beaucoup. Les conflits de valeurs, on en a déjà parlé, et l'insécurité de la situation de travail. L'insécurité, c'est notamment le statut, par exemple, précaire. Là, on voit de plus en plus de contractuels, notamment nous à l'hôpital public. Mais c'est peut-être aussi le fait d'être toujours sur la ligne de crête lorsque l'on travaille dans un milieu qui est peu sécuritaire en termes de législation, par exemple, où voilà, on travaillait à la limite de la sécurité et de la législation. Donc ces stresseurs vont faire pression sur l'individu qui va développer des symptômes individuels, on en a parlé, évoluant vers une pathologie individu. Mais cela va aussi favoriser des symptômes organisationnels au niveau de l'équipe, au niveau de la structure, avec plus d'absentéisme, plus de turnover, des conflits dans l'équipe. Et ça va faire des pathologies système avec des accidents du travail, une diminution de la qualité et de la sécurité des soins et un coût pour l'établissement et la société. Et donc, en fait, le burn-out, nous en avons parlé, c'est vraiment quelque chose qui est progressif. Donc, pour répondre à nouveau à Vincent Travers, eh bien, au départ, on a de l'engagement, on est content, on a du plaisir au travail, c'est stimulant. Puis finalement, apparaissent ces difficultés pour bien faire son métier, pour atteindre la qualité que l'on souhaite. Eh bien, on va se surengager pour quand même pallier aux défaillances du système. Va apparaître l'anxiété. Et puis, comme on n'y arrive pas, et qu'on a été formaté pour quand même le faire, eh bien, on va s'acharner dans son travail. Et plus on va travailler, moins on va être efficace. Et moins on va être efficace, plus on va travailler, rester tard le soir, etc. Jusqu'à travailler compulsivement. Et là, on parle aussi de work addiction, de workaholisme. Là, c'est un cercle vraiment vicieux. Hein. Jusqu'à l'effondrement. Et à contrario, Ségolène, le travail peut-il être une source d'épanouissement professionnel? Alors, merci pour ta question. Alors oui, effectivement, le travail peut être source d'épanouissement. Et là, en fait, tout ce que le travailleur va pouvoir mettre de lui-même dans son travail, tout ce qui va faire l'objet de créativité, de tout ce qui va pouvoir donner de sa personne comme quelque chose finalement d'unique qui va faire que les choses vont pouvoir se faire, eh bien tout ça c'est source d'épanouissement en fait. C'est pour ça qu'on fait notre travail. Sauf que lorsque tout ce que l'on met dans notre travail n'est pas reconnu, eh bien ça va être source de souffrance au travail. C'est la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Le travail prescrit, c'est ce qu'on nous demande de faire, c'est-à-dire il y a un programme opératoire
Le matin, on arrive, on doit faire le nombre de patients et qu'à la fin de la journée, les patients aient été opérés. Ça, c'est le travail prescrit. Le travail réel, c'est de faire face aux patients finalement qui est venu et qui n'était pas à jeun, qui n'avait pas arrêté ses anticoagulants, le problème de brancardage, les aléas, etc. Et de faire face, de faire en sorte que le travail puisse se faire, que le programme puisse se faire, mais en réglant tous les problèmes à côté. Sauf que ça, c'est jamais reconnu en général, puisque l'organisation, les établissements, ils mesurent le résultat du travail, donc ce qui a été effectivement réalisé, et pas tout ce que l'on a mis en plus pour que ça se réalise. Voilà. Souvent, ça n'apparaît pas dans les tableaux de bord, le temps passé auprès des patients, le fait de gérer les problèmes d'organisation. Cet investissement, c'est transparent. Voilà. Et dans ces cas-là, donc c'est une absence de reconnaissance au travail. Et dans ces cas-là, effectivement, cette absence de reconnaissance du travail et de l'effort réalisé, eh bien, c'est vraiment source de souffrance. La reconnaissance au travail, c'est vraiment permet la structuration mentale et identitaire au travail. Alors Christophe Dejour, qui est un psychiatre reconnu en psychodynamique du travail, disait que la reconnaissance au travail est à l'adulte ce que l'amour est à l'enfant. Voilà, donc ça permet aussi de comprendre aussi ce qui permet aussi d'aller mieux que lorsque l'on est en burn-out. Vous, Laurent, qui êtes donc chef de service, vous avez des jeunes, des internes, des chefs de clinique. La reconnaissance, elle est palpable chez eux déjà, l'envie de reconnaissance, ou ils sont plutôt à être dans le respect, vraiment la déférence envers leur chef. Comment ça se passe? En plus, c'est des générations qui sont quand même très différentes au niveau de l'internat, par exemple. C'est vrai, je crois que chaque individu a une quête personnelle. Quand il tombe dans la chirurgie, et aujourd'hui les gens sont sélectionnés de plus en plus tôt, filiarisés très vite, des dirigeants bien intentionnés ont pensé que, comme pour le golf ou des activités à environnement stable, il fallait commencer très tôt. On sait aujourd'hui qu'il y a de nombreux modèles qui montrent que d'arriver tard quelque part, surtout si on l'a choisi, pour être passé dans plusieurs zones, la fameuse chirurgie générale d'avant, permet d'être plus armé. On ne fait pas passer le permis poids lourd en CE2. Ça a sans doute du bon. C'est un peu ça la filiarisation précoce. Donc, à la question est-ce que les internes, ou quelle est leur quête, chaque individu a sa quête à ce moment-là de sa vie, mais c'est vrai que, le besoin de plaire, Oui. La peur d'échouer, Oui. et je n'ai pas tout à fait choisi ce que je voulais, sont des obstacles encombrants. Ensuite, en tant que chirurgien, on se pose la question, est-ce que je suis capable? Puisqu'on reprend tout à zéro quand on est interne. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais être capable? Vous l'avez vu, 20% est le pourcentage de la réussite technique. Quand on se cure le nez, on ne se trompe pas souvent. Finalement, faire des choses avec ses doigts, l'humain a des millions d'années derrière lui d'intelligence tactile. Mm-hmm. Chacun et chacune a à s'entraîner car on n'est pas tous égaux. Certains sont très adroits, d'autres beaucoup moins, mais on y arrivera toujours si on s'entraîne. C'est une quantité d'heures variable. Suis-je capable? Et puis après, l'interne se dit, mais qui est mon maître? Qui c'est que j'admire? À qui je veux ressembler? Qui m'aide? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme mentor? C'est ça le début. Oui, la question du mentor, effectivement, est très importante. Un interne, c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est ça. J'aurais envie de dire c'est ça, oui. Mais chaque individu arrive avec son histoire, ses forces, et ce que nous, on essaie de faire à Besançon, en tout cas, c'est de travailler sur les forces. C'est pas de gommer des faiblesses. Et c'est ça qui m'intéresse dans la performance. C'est dans quelle zone cet individu va prendre du plaisir au point de ne pas compter ses heures, d'aller dans une pratique délibérée et d'éprouver du plaisir pour aller dans la zone. Alors après, le plaisir, c'est aussi la question de l'environnement de travail. On y reviendra aussi avec Ségolène. Il y a des questions, Patrick, plusieurs là. Il y a une remarque, pas une question de Vincent Traillard. Est-ce que faire de l'humanitaire, où on n'a rien, quoi, c'est une grosse charge de travail, et nous régénère totalement dans notre mission de soignant? Est-ce que c'est un problème de reconnaissance? Enfin, est-ce que c'est une reconnaissance personnelle? Je crois que l'humanitaire, quand on se retrouve dans l'humanitaire et qu'on y éprouve du plaisir, c'est sans doute qu'on retrouve de la maîtrise, de l'autonomie, et qu'on travaille pour plus grand que soi.
Mais si on s'y retrouve dans l'humanitaire, c'est que là où on avait perdu la maîtrise, on n'était plus aussi autonome, et que ce modèle, cette finalité, ce machin plus grand que nous pour lequel on était rentré, nous en a fait sortir. Et d'un seul coup, l'humanitaire retrouve et redonne ces grands outils, maîtrise, autonomie, finalité, qui nous apportent du bien-être. Ouais, c'est clair. Quels sont les bons mots à utiliser lorsqu'un confrère revient au bloc après un burn-out? Pour l'accueillir. Pour au mieux. l'accueillir, ou mieux sans le stigmatiser. Ségolène, on anticipe un peu la troisième partie, Ouais, mais peut-être que allons-y. ça va. Oui, alors effectivement, souvent il y a des questions que l'on n'ose pas aborder dans l'équipe. C'est un peu compliqué, les questions d'addiction, les questions de suicide, et aussi que lorsqu'on a un confrère qui a fait un burn-out, je pense que avant de parler des bons mots, je pense qu'il y a déjà l'écoute, apprendre à écouter. Ce que dit donc on en a parlé de l'écoute de soi-même, mais aussi bien sûr ça va forcément de pair avec l'écoute des autres. Et je pense que si déjà on ne s'écoute pas soi-même, c'est que déjà qu'on n'écoute pas les autres non plus. Et je pense que c'est important lorsque la personne revient, effectivement, déjà de lui demander de s'enquérir, de savoir comment elle va. Régulièrement, oui, vraiment régulièrement. Le traiter différemment d'un autre praticien. Non, même pas que pour la personne en burn-out, en fait, finalement, pour tout le monde, en Pour fait. l'équipe, hein. Pour l'équipe, en Mm. fait, de pouvoir... il faut faire du lien dans le collectif de travail. Et le lien dans le collectif de travail, il est dans le temps partagé au travail, mais aussi en dehors du travail ou sur des temps de pause ou des temps informels. Et c'est vrai que ces temps et lieux d'échange sont extrêmement importants, sauf que maintenant, ils disparaissent comme peau de chagrin parce qu'on n'a plus le temps, parce qu'il y a cette productivité derrière, etc. Et je pense que déjà, être à l'écoute de l'autre, c'est déjà important, savoir qu'on prend le temps de le considérer comme en tant qu'humain, finalement, et pas que comme collègue ou comme infirmier, etc. Oui, oui, mais c'est vrai que la question du travail, on travaille avec un collègue. Alors après, est-ce que c'est différent quand on est vraiment médecin on a peut-être une autre perception des personnes avec qui on travaille. Mais après, si on ne choisit pas avec quelle équipe on travaille et qu'il y a un problème d'équipe, cette personne, elle peut revenir, mais bon, Alors après, effectivement, quand la personne a été en burn-out, si elle revient dans un environnement qui n'a pas changé, voilà, c'est ça. Eh bien, dans ces cas-là, c'est sûr qu'elle refera un burn-out et qu'il y en a probablement aussi d'autres dans l'équipe. Donc en fait, il ne faut pas qu'elle revienne, cette personne. Eh bien, en fait, il faut déjà réfléchir, savoir qu'est-ce qui fait que dans l'organisation, il faut qu'il y ait une réflexion collective sur l'organisation du travail. Qu'est-ce qui fait que dans l'équipe, il y a une personne qui a été en burn-out, en travail? Qu'est-ce que l'on peut modifier? Et donc, on peut s'aider de ressources, hein, si on est néophyte, qu'on ne sait pas exactement. Alors, peut-être le public, il y a les médecins du travail, mais on peut s'aider d'un psychologue du travail, etc., pour réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui donne du sens? Qu'est-ce qui me donne du sens? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi est-ce que ça n'allait pas? On peut s'aider de ressources en ligne, de bibliographie aussi. Alors, sur le site de la SFAR, on a pas mal de bibliographies là-dessus pour réfléchir ensemble sur les leviers, avec les leviers que l'on peut avoir sur l'organisation du travail. Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas dans notre travail? Et ça ne passe que par des échanges, par du temps d'échange qu'il faut absolument sacraliser dans une équipe. Il faut peut-être quelqu'un aussi pour l'initier, voilà. Bon, il y a d'autres. Merci Ségolène. Il y a beaucoup d'autres questions. Il y a aussi la suite de la présentation. On m'a fait remarquer en régie qu'il restait 40 slides. Donc voilà, on va quand même avancer. Mais là, une question, je pense que tu pourras répondre rapidement, parce que je te connais. Des trucs pour venir serein au travail le matin. Méditation, sport le matin, avant de débuter la matinée ou autre? Rapide. À un moment où, effectivement, j'étais dans une charge addictive de plaisir et de moins de plaisir, je m'étais fait une petite grille où je voyais bien que je ne pouvais pas continuer. Alors c'est une petite grille en 3 points et je pouvais annoter chaque acte de 1, 2 ou 3. Plus 1, c'est une bonne chose que j'ai faite, c'est sympa. Plus 2, c'est vraiment chouette, là c'est incroyable. Plus 3, je tombe amoureux, donc ça n'arrive pas souvent. Une naissance, c'est une victoire incroyable. À l'inverse, moins 1, il y a un problème avec un patient. Moins 2, quelque chose de grave. Je dois réopérer un patient, c'est une infection grave, j'ai un conflit, j'ai une réunion emmerdante,
où je vais perdre des choses. Moins 3, il y a un décès. Si j'arrive chez moi le soir avec un score négatif, je ne vais pas pouvoir repartir le lendemain en étant heureux. Et l'idée, c'est quoi? C'est que je ne dois pas organiser le bordel et le négatif. C'est-à-dire que je ne peux pas faire 35 consultations, puis partir à la gare très vite parce que j'ai un cours là-bas, et puis le soir, devoir faire un topo tard, et puis le lendemain, être à ma consultation, puisque tous ces trucs que je peux affubler d'un sigle plus ou moins 1, 2 ou 3, si j'organise le négatif, Il va se produire. il va inévitablement se produire un affaiblissement de mes réserves. Donc, comment arriver bien au travail? Ah, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas comment on fait pour arriver bien au travail. Ce qui est sûr, par contre, je sais comment arriver mal au travail. Ça, c'est sûr. Je sais plus, il faut qu'on avance. Il y a Vincent qui posait la question, pourquoi tu as 55% d'internes, enfin toi, pourquoi s'il y a 50% d'internes en burn-out? Ça signifie que les chefs de service font mal leur boulot ou un problème? Je ne sais pas combien il y a de pourcents d'internes, parce qu'il y a beaucoup de biais. Est-ce que le burn-out, c'est 2 anomalies sur les 3 échelles? C'est un pourcentage aux 3 échelles qui mesurent le burn-out? C'est les 3? Selon les papiers, la définition du « il est en burn-out » n'est pas tout à fait la même. Donc déjà de dire il est en burn-out, c'est pas je suis un peu triste aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que Vincent avait raison quand il disait est-ce qu'on confond pas stress et burn-out? Non, on confond pas stress et burn-out. Le burn-out, je peux pas aller au boulot, je suis cuit, je brûle sur place, je suis en épuisement, comme Ségolène l'a très bien dit, physique, psychique, moral, j'ai une déshumanisation et une perte d'accomplissement personnel. Et j'ai un écart entre ce que je suis venu faire et ce pourquoi je rêvais de le faire. Bref, il y a un écart et un effondrement. Je ne sais pas s'il y a 50% d'internes qui sont en burn-out. Non, je ne crois pas, moi. Mais il y a sans doute des internes qui n'ont pas choisi ce qu'ils veulent faire et qui sont en stress, et en se perpétrant, arriveront en burn-out. Je ne sais pas quelle est la photographie exacte du burn-out. J'en parle tout à l'heure, on a des pourcentages variables. Je ne crois pas au pourcentage 50%. Ça ne veut pas dire que les gens ne souffrent pas, hein, mais il y a une petite nuance entre je souffre et puis je brûle chez moi. Alors pour les internes, c'est quand même une population dite vulnérable, dans le sens où ils ont beaucoup de charges de travail, très peu d'autonomie, voire aucune, avec une référence avec une position hiérarchique au-dessus d'eux, aucune reconnaissance, que ce soit salariale ou même vis-à-vis de l'administration, vis-à-vis de personne, finalement, même vis-à-vis des patients, ils n'ont aucune reconnaissance. Et en plus, ils sont déracinés de chez eux, parce qu'ils atterrissent dans un endroit sans amis, sans personne, ils n'ont pas de vie sociale, parce qu'ils sont tout le temps à l'hôpital. Donc, on fait la vulnérabilité, c'est pour ça, en fait, qu'on fait ce focus chez les internes. Alors, je rejoins Laurent sur les chiffres, hein, les études ne sont absolument pas comparables entre elles, parce que c'est jamais le test, etc. C'est difficile de savoir, mais est-ce que c'est vraiment important de savoir le nombre exact ? Finalement, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire en sorte qu'il y en ait, en tout cas, il y en ait le moins possible et que les gens se sentent bien. Focaliser comme ça sur un chiffre, ce n'est pas forcément très important. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de souffrance. Et de savoir pourquoi, pour pouvoir justement accompagner au mieux, essayer d'agir sur les déterminants auxquels on peut accéder. Merci Ségolène. On va passer, il nous reste plus beaucoup de temps. Alors là, il faut faire un choix. Oui, mais on a déjà abordé beaucoup de sujets. Alors, on va laisser la parole à Laurent. C'est OK avec vous, Ségolène? Et on reviendra à la fin, comme prévu, sur la partie prévention-solution. Donc, en régie, si vous pouvez passer la suite du topo du professeur Laurent Aubert, merci, qui va donc s'adresser aux orthopédistes qui sont avec nous ce soir, mais aussi finalement à tous les praticiens, parce qu'il y a des chiffres en orthopédie et on peut en parler. En tout cas, il y a des études sur la performance, la qualité de vie, le burn-out en orthopédie. Alors la seule légitimité que j'ai à être là avec vous ce soir, finalement, c'est parce que Grégoire Fèvre, un interne qui est devenu assistant et qui est maintenant parti dans son nord natal,
avait refusé un des sujets de thèse que je lui avais donné. Il m'avait dit non, je vais pas, j'ai pas envie de faire ce sujet. Je lui avais dit ben, d'accord, mais tu me proposes un autre sujet. Alors il m'avait dit je voudrais faire une thèse sur le burn-out en orthopédie. Alors j'étais un peu surpris parce que c'était quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Et j'avais eu peur que ce soit autobiographique et que ça les touche tellement de près qu'il voulait s'y plonger. Grégoire a fait une thèse qui a été primée à plusieurs reprises et qui a été publiée en 2 articles, qui va être un des supports finalement de ce que je vais vous présenter très rapidement, une photographie de ce qui existe, qui sera en parallèle avec une autre étude faite par la Société française d'orthopédie et Orthorisque, qui regroupe plus de réponses et surtout une population de seniors où on a un équilibre libéral public. Donc la thèse de Grégoire, c'était 400 questionnaires, et puis l'enquête Orthorisque, vous voyez, plus de 1500, sachant que Vincent Travers avait publié un travail important sur le burn-out et les médecins. Absolument. Alors quand on regarde la démographie dans le travail de thèse de Grégoire, eh bien on s'aperçoit que cette tranche d'âge 50 ans, elle est là. On voit bien que c'est à ce moment-là que les gens sont dans une zone un peu à risque. Ça ne veut pas dire qu'à 50 ans on fait un burn-out. Ça veut dire qu'à 50 ans on est fragile. Et si on additionne les points et les raisons de fragilité, on peut arriver à une perte de repères et ce syndrome dont parlait Ségolène. Alors vous voyez qu'on a un nombre d'heures de travail, on a des erreurs médicales. Ah oui, l'erreur médicale, c'est une confrontation à ce que j'ai raté. Et puis, effectivement, la privation de sommeil ou le travail sous charge, comme tout matériau, l'humain a sa courbe de résistance à la charge et peut rentrer en zone plastique. Il ne reviendra plus tout à fait comme il est. Quand on regarde les 3 scores d'épuisement, de déshumanisation et d'accomplissement personnel, qui sont les trois rubriques qui permettent de coter et de qualifier le burn-out, on voit que dans la thèse, on avait un degré élevé d'épuisement émotionnel, de déshumanisation et d'accomplissement. Quand on a 2 rubriques où on est positif haut, c'est pas très bon, quoi. Et ben, dans Orthorisque, vous voyez qu'on a 20% de gens qui sont dans une zone en souffrance. Le score GHQ, c'est un score de dépression. Vous voyez qu'on a entre 20 et 30% de gens qui ont des items de tristouille, quoi, quand même, hein, de tristouille grave, hein. Quand on regarde la satisfaction au travail et les idées suicidaires, ben on voit que dans la thèse, quand on interrogeait les seniors, eh bien la moitié des enfants des gens qui sont orthopédistes ne voudraient pas faire le métier que faisaient leurs parents, quoi. Ouais. Et puis, l'insatisfaction liée au salaire ou le harcèlement étaient des éléments importants que l'on retrouvait dans l'étude Orthorisque avec un petit peu moins de fréquence. Concernant la comparaison entre internes et seniors, eh bien on s'aperçoit que les seniors ont un degré d'épuisement plus important, même si la déshumanisation touche plus les jeunes. Et effectivement, comme disait Ségolène, on prend un jeune qui a peut-être choisi la spécialité mais pas la région, ou l'inverse, ou rien du tout. On lui change sa luminosité parce qu'il vient d'un pays chaud et il arrive dans un pays froid, et on rajoute des nouveautés. Un interne en chirurgie, il recommence tout à zéro. Un interne en anesthésie, presque pareil. Donc ça fait beaucoup de différences. Si on n'est pas prêt et qu'on n'arrive pas à s'adapter à la réalité, mais qu'on veut faire rentrer la réalité dans notre rêve, ça ne marche pas. Et on souffre. Ça ne veut pas dire qu'on est en burn-out, mais on souffre. Et si on ne nous a pas habitués à souffrir et à passer les obstacles, eh bien on va rentrer en zone difficile. Alors quand on compare le secteur privé et public, eh bien le secteur public travaille moins, c'est bien connu, mais le secteur privé a beaucoup plus d'ennuis judiciaires. Par contre, le secteur public se sent harcelé au travail. Quand on compare le système privé et le système public, on voit que effectivement, les gens souffrent beaucoup plus, même si le nombre d'heures est le même, mais la quantité semble un peu plus importante dans le privé. Alors justement, Laurent, on n'a pas abordé cette diapo, mais Ségolène avait une diapo sur la différence privée-publique, mais chez la population d'anesthésistes. Et là, en fait, c'était l'ensemble des soignants, non, anesthésistes. Anesthésistes. Et là, donc, en fait, juste un mot là-dessus pour la comparer avec l'orthopédie. Alors oui, effectivement, donc c'est l'objet d'une thèse aussi qui a été réalisée en 2019, l'étude Répar. Et on voit qu'il y aurait un petit peu moins de burn-out en privé, dans le secteur privé.
Les médecins anesthésistes du secteur privé seraient plus satisfaits de leur travail, de leur infrastructure, de l'organisation du temps travail, libre, du ouais. temps libre. Des honoraires. Ils Enfin, ça, peuvent c'est faire sûr. du sport, etc. Voilà. Alors que le temps de travail était à peu près similaire. Il n'y avait pas de différence sur le temps de travail. Par contre, cela se faisait aux dépens d'une plus grande prise de psychotropes, d'absence de repos de sécurité, de repos de garde et d'absence de travail d'équipe en fait et de réunion d'équipe. Donc finalement, une exposition au risque clair et puis donc une augmentation des risques opératoires. Quand on continue à comparer le privé et le public, on voit que effectivement, c'est dans le public que le degré d'accomplissement personnel est le plus faible pour des histoires de conflits de valeurs. Et on voit bien que dans le public ou dans le privé, ce n'est pas les mêmes écueils ou les mêmes zones de souffrance. On est plus seul dans le privé, on gagne un peu plus d'argent. Dans le public, on a des tâches qu'on ne veut pas faire. On n'est plus dans un épanouissement. Et le groupe, s'il est mal construit, fait souffrir. Quand on regarde le public et le privé, on s'aperçoit effectivement qu'on a un épuisement émotionnel important. On a 15% dans le privé et 20% dans le public de gens qui peuvent être assimilés à se rapprochant du burn-out ou l'étant. Quand on regarde, et c'était important dans la thèse, le niveau de réponse libre, les gens se lâchaient et parlaient. L'aspect le plus gratifiant, c'était le merci des patients, c'est la reconnaissance des patients. C'est encore une fois ce lien à l'humain qui nous dit merci. L'aspect le plus frustrant, c'était ce machin qu'on n'a pas prévu, qu'on appelle l'administration, et qui nous oblige à rendre des trucs, faire des trucs, ne pas travailler sur des bons outils. Ça, c'est aussi le cas dans le privé, je pense quand même. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins parce que les outils sont compris comme aidant l'humain. Alors que dans le public, on a souvent démerde-toi avec ton ordinateur marche pas, marche à 2 à l'heure, ben il faut demander au service informatique. Oui, c'est peut-être qui va plus mettre long. 3 ans pour t'amener un truc qui est déjà désuet. C'est vrai, Laurent, je t'interromps. Enfin, c'est vrai ce que tu dis, mais d'un autre côté, maintenant, avec les chaînes, les énormes chaînes où les décisions ne sont quasiment plus prises en local, mais sont prises à un niveau supérieur, en fait, on retrouve maintenant dans le privé bien des problématiques que les hospitaliers avaient depuis longtemps. Et ça, c'est nouveau. Hein. C'est nouveau et ça ne va pas forcément, même pas du tout dans le bon sens. Oui. Alors quand on regarde l'étude Orthoris, qui était une étude à plus grande échelle du monde de l'orthopédie, on voit qu'il y avait des corrélations fortes entre le burn-out et certains états. Quand on n'a pas à réfléchir beaucoup, quand on a une maîtrise, une décision, une latitude décisionnelle et donc une autonomie et une aide, on était protégé du burn-out. Il y avait un lien assez fort entre le relationnel, l'humain est là, la reconnaissance salariale, bien sûr. Alors il y a des études qui montrent qu'au-delà de 8 000 euros, le bonheur se perd. Hein, de gagner 8 001 euros et 48 000 euros, le bonheur ne monte pas aussi fort. Intéressant. Et puis la retraite. Alors les corrélations faibles, il n'y avait pas tellement de lien avec l'âge, le sexe, etc. Quand on regardait la thèse et orthorisque, on voyait que la population évaluée par l'étude orthorisque de gens un peu plus de seniors, on voyait qu'il y avait moins de burn-out, il y avait donc plus de privés. Et effectivement, quand on comparait privé-public, les publics avaient aussi une activité libérale et ce retour à l'autonomie et la maîtrise était intéressante. Cet espace de liberté, cette possibilité était un des outils qui pouvaient protéger. Quand on regarde les internes, tous les internes de toutes les spécialités peuvent être en burn-out. Et il y a des études qui montrent que les taux d'épuisement, le taux de déshumanisation, la déshumanisation, c'est-à-dire que je me sens vide, je ne suis pas là pour ce que je voulais. Ça, c'est ce qui revient dans toutes les études et qui est l'élément le plus perturbé chez les internes. Je me suis peut-être trompé, je découvre mes limites, je me confronte à une réalité, je n'aime pas ça du tout, et peut-être que je n'ai pas changé de chemin assez vite. Et cette déshumanisation, je pense qu'elle arrive dans ces moments-là, ou chez ces gens-là. On tarde à dire « je me suis trompé ». Il y a des études qui montrent que c'est pas facile, mais il vaut mieux bifurquer plus tôt que trop tard. Alors,
L'orthopédie est la deuxième spécialité la moins touchée, hein. Les chirurgiens seniors, on peut dire qu'il y a 10% de burn-out sévère. Et il y a 40% des gens qui ont quelques symptômes. Mais par exemple, un collègue de l'équipe qui devient un peu nerveux, qui casse des portes, qui arrache les téléphones, c'est des petits signes. Alors on peut dire, ouais, mais c'est machin. Oui, mais machin, quand même, quand il détruit plusieurs objets par jour, ça c'est un petit signe. Et c'est un petit signe qui, dans le folklore du médecin et du carabin, passe ou passé. Aujourd'hui, c'est un signe très important dans une équipe quand quelqu'un change son humeur. Ça, ce sont des signes auxquels je suis devenu attentif grâce au travail de Grégoire et grâce à tout ce que j'ai lu. Et grâce aussi au livre de Ségolène qui nous amène beaucoup de littérature avec tous ces petits signes. L'interne, il faut faire attention, c'est quelqu'un de jeune. Et on a voulu économiser tellement d'argent dans les études de médecine et dans les cursus d'interne qu'on fait tout faire très tôt. Et l'image du permis poids lourd en CE2, c'est bientôt ça dans les études médicales, puisqu'on économise une année, on ne peut plus redoubler dans les études médicales, on va passer l'internat une année en plus, on perd une année d'internat en chirurgie, on gagne beaucoup de temps qu'on fait perdre aux gens. Les gens, ils ont besoin de temps pour être matures et choisir ce qu'ils veulent. Je vois là l'écueil pour les internes. Il faut contrôler les facteurs intrinsèques personnels. Je crois que Ségolène l'a dit, on ne se fait pas soigner, on ne se fait pas regarder, on s'ignore. Et on doit réussir toujours tout ce qu'on fait. Il faut qu'on contrôle maintenant l'organisation de son travail, mais comment pouvoir être objectif dans le contrôle d'un groupe quand on n'est pas capable de voir la merde qu'on a collée sous la godasse? Ça paraît difficile. Alors, mélangeant tout ça, si on revient à la maison avec des petits scores négatifs de mon échelle personnelle, et qu'à la maison, il y a encore un conflit avec monsieur ou madame, que notre progéniture rentre en conflit avec nous, la nuit va être courte, on arrive complètement négatif le matin, et on va enchaîner de belles figures. Voilà comment on arrive à se faire du mal. Est-ce qu'il y a un profil particulier d'un candidat au burn-out? Je crois que ce serait un tout petit peu se tromper que de vouloir construire un portrait robot. Par contre, c'est quelqu'un qui est très exigeant et qui va loin dans le travail du détail. Parce que lui ou elle va être très rapidement déçu. Comme par exemple, il a toujours été dans une maîtrise et une autonomie quand il était étudiant peut-être, mais quand il est interne, on lui dit démerde-toi, fais comme tu peux. Et là, il est perdu. Quand on découvre 8 systèmes informatiques qui ne se parlent pas, voilà, on peut être fatigué d'un seul coup. Donc, le portrait robot, c'est d'abord des valeurs qu'on ne retrouve pas et une adaptation qu'on n'arrive pas à mettre en place. Oui, à cause du problème de valeurs, justement. On rentre en conflit avec ces valeurs. Oui. Alors, des fois, on ne devrait peut-être pas être attaché à autant de détails. Mais si la première chose qu'on dit à quelqu'un qui est exigeant, mais arrête, tu devrais t'en foutre un peu, ça va aggraver la situation, puisqu'on est encore plus le mettre en conflit de valeurs. Donc, quand quelqu'un souffre, il faut le mettre à l'écart, il faut le sauver, il faut l'écouter, mais il faut le sauver, il faut lui dire stop. C'est très difficile. Pas facile dans un fonctionnement hospitalier. Hein. Mais vous êtes les précurseurs en disant quand un malade tombe de la table, quand un malade meurt, première opération, arrêtons tout. Ça, c'est contre-intuitif pour une équipe qui dit bon, on va perdre du temps là, alors qu'on va en gagner. On va en gagner parce qu'on va éviter des ennuis. Donc, personnellement, je ne dirais pas qu'il y a un portrait robot. Je dirais que selon ce que l'on a additionné dans sa vie personnelle, on est prêt ou pas à transpirer, à affronter des choses qui ne nous correspondent pas. Et si on les vainc ou si on passe ces obstacles nouveaux du groupe, de la nouvelle vie, des nouvelles exigences, ça peut être difficile ou ça peut être terrible et on ne les passe pas et on se détruit. Ségolène a quand même une chose à dire sur le profil. Alors oui, donc effectivement, je rejoins Laurent, on ne peut pas faire de portrait robot. Par contre, il y a quand même des traits de caractère qui laissent penser qu'on peut être en tout cas atteint avant les autres. Ce sont les personnes qui sont très perfectionnistes. Donc le sens du détail finalement. Exactement, aussi. Qui ont à cœur de vraiment bien faire leur travail et qui ne supportent pas de
finalement de travestir les valeurs qu'elles portent, de dégrader leur qualité des soins, de ne pas bien faire leur travail comme elles auraient été, de ne pas prendre autant de temps pour les patients ou de devoir éjecter les patients en consultation parce qu'elles n'ont pas le temps. Ça, pour elles, c'est insupportable, donc c'est pour ça qu'elles craquent finalement en premier. Mais on pourrait dire que ce sont des personnes sentinelles, c'est-à-dire que si elles craquent en premier, ça veut dire que déjà, derrière, il va y en avoir d'autres qui vont craquer. Et finalement, quand on regarde aux qualités qui sont exigées ou attendues d'un soignant, eh bien, c'est quoi? C'est méticulosité, rigueur, etc. Donc, c'est ça aussi le... Donc, tout à fait. Donc, finalement, quand on confronte une organisation psychique, c'est-à-dire des idéaux, une façon de voir le monde, à une organisation technique du travail utile. Le travail utile dit vraiment technique, oui. un monde complètement différent. En fait, là, ça s'entrechoque et ce sont deux sphères qui ne peuvent pas en fait être ensemble en fait. Et donc, c'est ce choc de ces deux sphères qui fait que finalement le soignant va souffrir. Et donc, voilà, ceux qui ont ces qualités-là, ou défauts-là, je ne sais pas comment les qualifier, eh bien, vont être plus à même de souffrir en premier. Et pourquoi plus les anesthésistes réanimateurs que d'autres spécialités, alors, dans ce que tu dis? Parce que nous sommes plus perfectionnistes. Non, non. Bon. Non, effectivement, en fait, non. Il y a des études qui ont montré qu'il n'y avait pas plus de burn-out chez les anesthésistes que dans les autres spécialités. Ah. Donc ça, c'est un travail de Max Doppia, qui a été à l'origine le premier président de la commission SMART, qui a fait ce travail qui a été publié en 2011. Et en fait, je pense que c'est surtout qu'en anesthésie-réanimation, on en parle plus. Et pourquoi on en parle plus? Parce que c'est vrai qu'on a été précurseur en médecine sur la gestion des risques, sur la remise en question de nos pratiques pour la sécurité des patients. Et finalement, s'intéresser aux risques psychosociaux, c'était aussi logique parce que ça impacte, ça a un impact sur la qualité des soins et la sécurité des patients. Et donc, c'est dans cette dynamique finalement d'amélioration continue que l'on s'est intéressé à cette question-là très tôt et que l'on a aussi communiqué par le biais aussi de la commission et d'autres avancées aussi dans d'autres secteurs, mais aussi en anesthésie-réanimation, qui ont permis de faire avancer les conditions de travail, le repos de sécurité, etc. Et une remarque ou une question. Pouvez-vous refaire ce séminaire en live dans la clinique dans laquelle je travaille, parler de l'équipe, de la déshumanisation, etc. Tout ce que vous dites est tellement vrai, mais tellement ignoré ou refoulé. Donc tout ça, tout ce qu'on raconte, ce sont des vœux pieux qui n'ont aucune chance de servir à quelque chose, ou au contraire, il y a une suite. Alors effectivement, il y a énormément de déni. Individuel déjà, du fait, on a parlé de la formation que l'on a, des exemples que l'on a aussi de nos mentors qui aussi sont dans le déni, qui ne veulent pas paraître faibles, et aussi du collectif de travail. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un qui ne va pas bien, c'est beaucoup plus simple de rien voir. Et en fait, ce déni, eh bien, il empêche finalement une prise de conscience de ce qui ne va pas. Donc finalement, c'est le but de cette formation aussi, de pouvoir informer les gens, à être attentifs, à identifier les déviances et pour pouvoir essayer de réfléchir collectivement sur ce qui ne va pas. Absolument. Alors, on peut répondre peut-être, Patrick Georges, au docteur Nicolas Roux. Je pense que c'est possible d'organiser un live dans une clinique, en tout cas dans la salle dans laquelle il travaille. Il faudra nous envoyer un petit mail, docteur Roux, mais je pense que ça ne posera pas de problème. Avec plaisir, on a un camion aussi qui se déplace, donc ça dépend où vous exercez, mais en gros, on peut venir. Et je pense que sa remarque, elle est partagée par tout le monde, quoi. Oui. Tout le monde est conscient, tout le monde comprend ce qu'on raconte. Et puis tout le monde dit, moi j'ai la même chose dans mon blog depuis des années, mais ça ne s'arrange pas, quoi. Et voilà, il suffit d'être praticien de terrain pour comprendre cette réflexion. Alors justement, pardon. Je rappelle donc qu'on vous a envoyé dans le chat le questionnaire de formulaire, enfin le questionnaire de satisfaction, parce que dans 10 minutes, le live prendra fin. Et donc ce serait vraiment bien si vous pouviez prendre le temps de répondre, comme vous avez été assez nombreux ce soir. Voilà, donc il apparaît normalement sur le chat, questionnaire à compléter avant de vous déconnecter, et ça nous permettra aussi de recueillir peut-être des demandes personnelles, de venir dans vos cliniques, dans l'une des cliniques pour parler du burn-out, faire un topo qu'on peut aussi un peu adapter. Il y a une question de Vincent Travers que je vous transmets, Patrick, qui va arriver
En quoi les médias, l'URSSAF, la CPM, les problèmes juridiques, enfin bref, la connaissance de tout notre travail influence le burn-out. Passion. En donnant des points négatifs. C'est-à-dire, quand on reçoit une lettre, il n'y a jamais de bonnes nouvelles dans les enveloppes marron, disait un proverbe américain. Quand on reçoit des mauvaises nouvelles par une institution, un payeur, c'est des points négatifs, c'est côté -2 ou -3 quand on nous demande beaucoup d'argent ou beaucoup de comptes. Donc tout ça s'additionne. Si on a beaucoup de mauvaises nouvelles ou de choses qui nous touchent, qui interfèrent avec nos vies, ben on perd des points de vie. Une question un peu polémique peut-être, mais que je trouve intéressante. Est-ce qu'il peut y avoir un burn-out réussi? Effectivement, c'est choquant. C'est-à-dire, est-ce qu'après un burn-out, c'est Golène, n'est-ce pas? Tu vois la question, est-ce qu'on peut en sortir plus fort? Alors évidemment, tout ce qui ne nous tue pas nous renforce, mais enfin bon, Alors, il y a peut-être une autre réponse. Alors oui, alors une fois qu'on a fait une burn-out et qu'on s'est posé les bonnes questions finalement, et qu'on a finalement fait des choix, puisque le burn-out, en fait, c'est surtout la prise de conscience des choix de vie que l'on fait, des choix de travail, finalement de se diriger vers des paysages plus apaisés en termes professionnels, à trouver une pratique qui correspond plus à nos propres valeurs. Eh bien, dans ces cas-là, on peut effectivement transformer le burn-out. C'est-à-dire que le burn-out permet souvent de transformer un petit peu le monde autour de nous pour qu'il soit meilleur. Et beaucoup de gens, alors dans la commission SMART notamment, nous avons eu beaucoup de personnes anesthésistes ou d'infirmières qui avaient fait un burn-out et qui voulaient témoigner. Il y avait beaucoup de témoignages dans le livre aussi. Oui. Et en fait, ce sont des personnes qui s'impliquent après d'une manière ou d'une autre, ou dans leur pratique de la santé au travail, et qui veulent redonner du sens et plus d'humain dans leur métier et en faire aussi profiter les autres. Et c'est ça, moi, ce que je pourrais considérer comme un burn-out réussi, c'est finalement faire en sorte que le monde dans lequel on est soit meilleur, le monde du travail, le monde de l'hôpital, de la santé, en mettant plus d'humanité dans nos soins. C'est-à-dire se servir de sa propre expérience pour pouvoir aider les autres après sur comment... Tout à fait. Et c'est aussi une façon de trouver du sens que l'on a perdu dans le travail. Et bien on le retrouve finalement dans le lien que l'on tisse avec les autres, patients ou collègues, confrères. Après, effectivement, un burn-out réussi, c'est peut-être, je pense à un témoignage du livre, un burn-out où on sait qu'on ne peut pas retourner dans un contexte qui n'a pas changé et que là, on va avoir les voyants et on va se dire... bah non, j'y vais pas parce que je sais que ça va pas être possible et que je vais retomber dans un burn-out dans 6 mois, 1 an. C'est des mécanismes aussi d'autoprotection. Oui, c'est ça. Puis c'est surtout comprendre en fait que cela ne correspond pas à notre choix de vie, en fait, à notre vision de la vie et à la façon dont on veut réaliser notre travail. Et je pense que ça, c'est important de coller à ses propres valeurs, mais ça peut être difficile de faire des choix. Ça peut impliquer effectivement un départ. Certains statuts permettent plus facilement de prendre des départs même temporaires, mais ce n'est jamais simple de pouvoir le faire. C'est pas toujours facile. Oui, il faut assumer aussi de faire ces choix. Alors, il y a Nicolas Roux qui est revenu vers nous. J'ai vu pour dire où trouve-t-on le questionnaire de satisfaction? Je ne le vois pas. Alors moi, je ne maîtrise pas cette partie-là. En cliquant dessus, il suffit de cliquer sur le lien. Je suis en train de le faire là. Et en fait, vous avez dans le chat normalement marqué questionnaire à compléter avant de vous déconnecter. Et il y a un lien juste en dessous avec marqué forms.google, gle/ccw. Bon, je vais pas aller au bout. Et vous cliquez dessus et ça va ouvrir le questionnaire qui prend vraiment 2 minutes. Et après, il y a un truc que tu ne vois pas, mais il faut cliquer sur « Voulez-vous quitter la zone de questions sur laquelle on était pour passer au questionnaire ?» Il faut cliquer dessus et hop, le questionnaire apparaît. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous y arrivez? Ce serait bien de nous répondre un oui ou un non, juste pour qu'on sache. Apparemment, il faudrait le remettre. Est-ce que Céline, si tu m'entends, tu peux remettre le questionnaire dans le chat, s'il te plaît? Voilà, merci de le remettre plusieurs fois, puisque là, ils n'ont pas tout à fait vu. Est-ce que vous pouvez nous dire sur le chat si vous l'avez, vous mettez juste un oui, et si c'est bon pour vous, comme ça marche. Comme ça, ce sera bon. Oui, merci de confirmer.
On a encore quand même 5 minutes, hein, Ségolène. On avait la question des solutions, de la prévention. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? On n'est pas allé dans tout le topo, mais on aura l'occasion de refaire des lives sur le sujet. D'ailleurs, peut-être plus dédiés à des parties, puisque là, on a essayé de faire un live un peu pour balayer beaucoup de choses. C'est pas évident, il y a beaucoup de choses à dire quand même sur ce sujet. Alors dans les solutions, on les a déjà finalement abordées en identifiant les causes. Je pense déjà en premier lieu la prévention. Et la prévention, ça passe par l'identification et des causes et trouver des conditions de travail qui nous semblent compatibles et plus humaines, en tout cas avec l'idée que l'on a de la façon dont on veut faire son travail. Et ça reste personnel. C'est donc la reconnaissance au travail, le sentiment d'utilité de son travail. Donc, je rejoins sur l'humanitaire, par exemple. On a ce sentiment d'utilité, c'est de la reconnaissance au travail. Le jugement de beauté du travail bien fait, quand on a des collègues qui nous disent qu'on a réussi une belle réanimation, qu'on a fait un beau geste chirurgical. Et ça, malheureusement, comme on ne se rencontre plus ou très peu, et qu'on n'a pas l'habitude de se féliciter, finalement, ça manque, alors que ça serait très efficace. La reconnaissance de l'administration, nous donnant du matériel correct pour celui qu'on l'a demandé, le dernier échographe par exemple, celui qu'on voulait, pour pouvoir faire notre travail. Et que l'on puisse juste se concentrer sur notre cœur de métier. Et donc, tout ce qui est traçabilité, numérique, email, qui nous envahit, tout ce temps finalement qui n'est pas notre travail, mais qu'en fait on fait la plupart du temps, c'est pas ça qui nous fait vibrer, c'est pas notre cœur de métier. Donc ça nous fait perdre le sens de notre métier. Voilà, donc déjà, on ne peut pas l'enlever non plus, ça. On peut pas l'enlever. Je pense qu'on peut trouver des solutions organisationnelles pour, par exemple, le codage, etc., pour peut-être nous débarrasser de ces tâches administratives et nous concentrer sur vraiment l'anesthésie, la chirurgie. C'est vrai que ça nous arrive de faire du secrétariat, c'est payer cher une secrétaire, de retrouver les dossiers, etc. Et je pense que ça, on pourrait très bien... C'est épuisant, c'est source vraiment d'une perte de sens totale, et on a vraiment l'impression de perdre notre temps. Donc je pense que l'organisation du travail, elle pourrait pallier à ça peut-être en recrutant, mais je pense que ça serait tout à fait accessible. Et puis après, il y a la prévention secondaire et tertiaire, c'est plus compliqué. Déjà identifier qu'il y a un burn-out, donc s'écouter, éventuellement faire des tests, des autotests, le MBI par exemple, ou faire d'autres tests sur l'addiction, sur les addictions, sur le stress au travail, le stress post-traumatique après un événement indésirable grave, parce que là on parle du burn-out, mais il y a l'ensemble des risques psychosociaux qui sont liés, le harcèlement au travail aussi. Et après, aller consulter son médecin traitant, un spécialiste, un psychiatre, si ça ne va pas, savoir s'arrêter si l'on peut, ou essayer de s'organiser avec ses collègues, son équipe, pour s'organiser. C'est vrai que dans le privé, ce n'est pas forcément évident, mais en tout cas, ça peut être salvateur, et surtout soutenir le collègue en difficulté, même s'il est arrêté, garder contact avec lui, et lui donner les moyens vraiment de se rétablir, ce qui peut prendre beaucoup de temps. Mais justement, vous disiez, en tout cas, c'est dans votre avant-propos dans le livre, vous avez mis une citation qui dit « Il n'est pas bon pour un médecin d'admettre qu'il ne se sent pas bien ». Cette citation de l'auteur Wells, pour le coup, elle est assez vraie et ça répond peut-être aussi à la remarque du docteur Alamani, Patrick. Effectivement. Oui, il dit qu'il n'a pas de médecin traitant comme la majorité des médecins. Du reste, et il dit en ce qui concerne le burn-out, je pense qu'heureusement l'expérience fait qu'on peut raisonner sur nos problèmes, c'est-à-dire qu'on peut résoudre soi-même ses problèmes. C'est ce qu'il dit. Enfin, c'est ce qui. Alors c'est vrai que le médecin traitant, ça permet quand même d'avoir un œil extérieur. Je pense que c'est difficile d'être jugé parti. C'est vrai que ça permet quand même d'avoir un interlocuteur extérieur avec lequel on peut échanger, qui peut prendre en charge notre santé de manière globale. C'est-à-dire plutôt qu'avoir un avis entre deux portes et rentrer tardivement dans la filière de soins, parce que c'est les médecins s'arrêtent très tard. Quand les médecins s'arrêtent, vu qu'il y a le déni, etc., et qu'ils veulent tenir et qu'ils ont été formatés pour ça, ils s'arrêtent quand on ne peut plus revenir en arrière, ce burn-out complet, ils s'arrêtent souvent trop tard, et que ce soit physiquement avec des pathologies qui sont irréversibles ou psychiquement en fait. Et quand on a l'occasion de discuter de ça de manière régulière et de confier sa santé à quelqu'un d'autre, je pense que c'est quand même
peut-être plus adapté parce qu'on n'a pas forcément, on ne garde pas une objectivité sans faille sur nous-mêmes. Voilà. Merci Ségolène. Un mot de la fin de votre côté, Laurent, peut-être? Un message, une phrase? Une grande phrase alors. Oui, une grande phrase. Allez. Je n'ai plus envie d'aller au travail, je m'emmerde de plus en plus, je dors pas. L'apéro du jeudi devient tous les soirs, je m'engueule facilement. C'est sans doute des signes qui doivent nous dire que ça existe, peut-être que ça va m'arriver. Ce sont déjà des traces dans la neige, que l'ours est là. J'ai besoin d'aide. Je n'ai pas envie d'en demander, mais j'ai besoin d'aide. Car si j'ai un ou ces signes-là, c'est qu'il se passe quelque chose qui n'existait pas avant. Avant, j'aimais bien aller travailler, j'aimais bien ce que je faisais, et je dormais à peu près. Là, je suis réveillé, je ne me rendors plus, je fais des bêtises, je m'en fous, et ça m'emmerde. C'est le moment de se faire aider. C'est peut-être ça que je dirais. Merci, Et Vincent rappelle les Oui. week-ends de gestion du stress qu'il organise avec toi, hein, et qui sont organisés par Branché et qui sont faits pour parler de tout ça. C'est vrai. Voilà. Donc Le prochain il le week-end, rappelle. voilà. Le prochain est le 14-16 octobre à Annonce-les-Pins. Voilà, donc du 14 au 16 octobre prochain, à Nance-les-Pins, il y aura donc ce week-end gestion du stress et donc du burn-out aussi, enfin voilà, de tous ces stresseurs, on va dire, qui peuvent conduire à un burn-out, qui est un week-end qui permet aussi de prendre du temps pour soi et de faire un petit état des lieux animé par Vincent Travers et d'autres médecins. Il y a aussi une dernière remarque de Guillaume Greff, Patrick, je ne sais pas si... Oui, parler de prévention du burn-out et notamment les phases de surinvestissement à l'acharnement en parlant rapidement d'équilibre, vie pro, vie privée, hygiène de vie, alimentation. Ça, c'est plus une suggestion Oui. de formation à faire. C'est une suggestion. Alors, je vous rappelle qu'il y a toujours ce lien qui s'affiche sur le chat avant qu'on referme ce live dans 1 minute. Donc, vous avez le lien pour nous faire part de votre satisfaction ou des points d'amélioration sur le live de ce soir. Un grand merci Laurent, merci Ségolène. Je rappelle votre livre, Le Burnout en anesthésie réanimation, causes, conséquences et solutions, édité chez Arnett. Ça se commente en ligne, comment on fait Oui, pour la voir? sur Internet, on peut la voir dans votre librairie préférée, chez votre libraire préféré aussi. Très bien. Et donc, il ne s'adresse pas qu'aux anesthésistes réanimateurs. Il y a quelques spécificités, mais c'est plutôt en général pour les professionnels de santé. Voilà, en tout cas, c'est un petit focus sur l'anesthésie réanimation, mais quand même, le problème est pris de manière assez large. Pas de lien visible. Merci beaucoup à tous. Bon, alors, renvoyez le lien à nouveau en régie, s'il vous plaît, parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Il est passé tout à l'heure. J'ai encore sous les yeux, là. Donc, du coup, je vous rappelle aussi, avant de conclure, que vous pouvez nous suivre sur www.branchesolutions.fr. Donc, c'est là que vous avez toutes les informations, le catalogue de formation qui est donc réalisé par Patrick Georges Yavordios et ses équipes de médecins. Donc, avec tout le programme de nos formations en présentiel, en live, en e-learning ou à bord du truck. Donc, ça, c'est sur www.branchesolutions.fr. Également, vous pouvez nous suivre et découvrir nos orateurs, nos formateurs, leurs interviews, des extraits de live, beaucoup de contenu sur notre compte Instagram @branchetv, voilà, qui s'affiche en bas de l'écran. Vous pouvez nous suivre, vous aurez aussi toutes les activités. Merci beaucoup à tous. Le lien a été renvoyé. Très belle soirée et à jeudi prochain.